Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Ravi de vous accueillir donc, dans cette nouvelle série de webinaires qui fait partie de la série Trouver le cap de la durabilité. Aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, nous ferons un focus réglementaire avec la directive ESPR et le passeport produit. Donc, on sait et on constate bien que ces sujets réglementaires mobilisent un maximum d'entre vous. On a beaucoup d'inscrits là sur cette session. Vous savez, chez Longtime, donc on aime se saisir de ces sujets réglementaires, les décortiquer, participer au maximum et transformer tout ça en une opportunité. Donc l'objectif, encore et toujours, est de participer activement à la réduction de l'impact environnemental de nos produits et sans plus attendre. Je vois que les participants se connectent au fur et à mesure. Sans plus attendre, je vous présente donc nos invités du jour. Côté long time, c'est pas très poli, pardon Pierre-Nicolas, mais je commence par François, donc François Belin, qui est notre expert qui scrute toutes les avancées réglementaires, participe à beaucoup de groupes de travail et qui va largement vous présenter donc cette nouvelle directive. Bonjour François. Bonjour, bonjour tout le monde. Et notre invité du jour, voilà, le meilleur pour la fin, Pierre-Nicolas de chez Ariani, qu'on est ravi d'accueillir et qui pourra montrer une application concrète de manière anticipée de ces directives. Bonjour Pierre-Nicolas, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'accueillir. Voilà, donc je vais vous laisser dérouler la présentation. Ce que je vous rappelle à tous, c'est que vous avez accès au chat, donc n'hésitez pas à poser les questions. Je serai maître un petit peu de ces questions-là. On essaiera d'en traiter au maximum. Le programme est dense, donc si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on répondra par mail, donc postérieurement. Et une petite animation rapide que je vous propose de démarrer pendant que ensuite François pourra lancer, ça va être de répondre à cette question simple, qu'est-ce que ça vous évoque, ESPR, DPP? Donc, ça va créer un nuage de mots et vous recevrez les résultats ensuite avec le lien de rediffusion de ce webinaire. Donc, dans votre espace de conversation, vous avez accès à ce petit module. Donc, n'hésitez pas à mettre ce que vous évoque le SPR et le DPP et on utilisera ces données par la suite. Super, merci Elsa. On a pas mal de choses à vous dire, donc on va commencer sans plus attendre. Voilà le plan qu'on va suivre. Je vais commencer par un petit contexte, une présentation, et puis après on va dérouler selon ces cinq grandes étapes. Donc, pour débuter dans le vif du sujet, de quoi on parle quand on parle d'ESPR? On parle d'Eco-Design for Sustainable Product Regulation. Le but de ce règlement-là, c'est d'étendre l'approche Eco-Design à tous les produits du marché européen et c'est d'élargir les indicateurs qu'on pouvait voir aujourd'hui dans des directives Eco-Design, mais de manière plus large sur de la fiabilité, de l'impact carbone tout au long du cycle de vie des produits. Donc, c'est vraiment un bel outil global. C'est une réglementation qui s'appliquera à tous les acteurs qui mettent des produits sur le marché européen, donc fabricants ou même importateurs et distributeurs. Et à partir du moment où on commercialise des produits dans l'Union européenne. Donc ça, c'est pour le scope de qui est visé et de voilà, où est-ce qu'on vise les produits. Vous connaissez très probablement déjà cette étiquette énergie, donc en tout cas sur tout le code couleur. Là, je vous ai mis une nouvelle, c'est celle sur les smartphones. C'est important de bien comprendre le parallèle entre les règlements éco-design et l'étiquetage énergétique aujourd'hui qui sont liés, et le SPR qui lui est différent, qui est une nouvelle réglementation et qui vient compléter, aller plus loin que ces directives-là qui existent sur l'éco-design et l'étiquette énergie. Donc on va avoir une cohabitation de ces textes-là jusqu'en 2030 avec une période de transition où il y aura de plus en plus de produits qui seront traités dans le SPR. Et en 2030, seul le SPR subsistera. On n'aura plus de règlement éco-design et d'étiquette énergie, mais tout sera régi et géré voilà, par le biais de l'ESPR et donc des passeports produits. Il faut bien comprendre ça. Quand on parle de passeport produit ou DPP, Digital Product Passport, eh bien, ce seront les passeports digitaux qui comprendront les informations liées au nouveau règlement ESPR, donc des indicateurs, par exemple, là vous le voyez, c'est pas encore dans l'ESPR, mais il pourrait y avoir des indicateurs de fiabilité, de réparabilité, d'impact ACV. Chaque typologie de produit ciblé aura son propre passeport produit
qui est défini dans ce qu'on appelle un acte délégué. Donc, il y aura un acte délégué sur les pneus, par exemple, on y reviendra après, sur le textile. Et donc, il y aura des disparités dans ces actes délégués-là. Et donc, le DPP aura des indicateurs qui pourront être différents en fonction des familles de produits. C'est le fabricant, le metteur sur marché qui est responsable de la mise à disposition du passeport produit et des données qu'il contient, mais d'autres acteurs, et c'est ce qui est particulièrement intéressant justement en termes d'économie circulaire, pourront y ajouter des données, compléter des données sur l'historique, sur le reconditionnement d'un produit par exemple, donc vraiment pour avoir une visibilité sur la traçabilité du produit. En termes d'aspect couvert dans cette nouvelle réglementation, qu'est-ce qu'on y trouve? Ben, vous avez un récapitulatif donc, qui vient des sources officielles de l'UE ici. J'en ai entouré trois parce que nous, évidemment, si vous connaissez Longtime, vous savez qu'on se focalise sur la durée de vie des produits, donc plutôt sur la fiabilité, la réparabilité. Mais vous voyez ici qu'on a de nombreux autres indicateurs, la possibilité de recyclage, l'efficacité des ressources utilisées, voilà, l'utilisation de l'eau, etc. Donc, en fonction des typologies de produits, ces indicateurs seront plus ou moins pertinents et plus ou moins mis en avant par rapport aux produits ciblés. Par exemple, évidemment, sur un pneu, on n'aura pas une utilisation d'énergie. Là où sur des produits électroniques, on aura une utilisation d'électricité. Et donc, ça sera comme ça dépendant des familles de produits. On va le voir juste après, il y aura des indicateurs horizontaux par typologie de produits. Donc, ce sera des indicateurs qu'on retrouvera pour un même groupe assez large de produits. Et on va notamment parler, nous, de la réparabilité. C'est ce qui nous intéresse dans notre activité. Comment est faite la priorisation? Parce que là, je vous ai parlé juste avant des indicateurs qu'on pourrait trouver, mais on va aussi se prioriser sur des familles de produits qui sont particulièrement pertinents. Donc, je vous ai mis un extract des études du JRC pour vous montrer un peu un aperçu de comment ils priorisent ces produits. Pour ceux qui ne le savent pas, le JRC, on peut le résumer comme le cœur de recherche de l'Europe. Donc, les travaux qu'ils fournissent sont une énorme base de travail pour l'Europe pour effectivement, ben, par exemple ici, dans ce cadre-là, prioriser des produits. Donc, ils ont eu un système de notation en fonction de la pertinence de chaque produit par rapport à son impact, par rapport à la toxicité, voilà, par rapport à différents indicateurs et qui ont sorti un système de points, vous voyez tout à gauche. Et donc, ceux qui ont eu un scoring le plus élevé sont priorisés dans le SPR parce que potentiellement, c'est là où on va avoir le plus de levier d'amélioration d'impact. Donc, je vous ferai un récap après. Il y a d'autres produits plus spécifiquement qui ont été ciblés. C'est les produits liés à l'énergie, les Energy-Related Products. On en a parlé au début. Il y a un peu de complexité dans ce texte-là. Il faut bien comprendre que le règlement Eco-Design se focalise déjà sur certains de ces produits-là. Et donc, ce tableau-là, qui est vachement intéressant, qui a été communiqué en avril dans le Working Plan qui arrive jusqu'en 2030, eh bien, il va synthétiser les produits qui sont déjà ciblés dans l'éco-design et donc potentiellement les étiquettes énergie, et les nouveaux produits qui seront liés plutôt à l'ESPR. Et donc, on a comme ça cette transition dans le tableau où on a des produits qui vont arriver qui n'avaient pas forcément d'étiquette énergie et qui vont aussi arriver potentiellement dans l'ESPR. Donc ça, c'est une première vision qui est intéressante et qui est associée. Mais il y a également des produits qu'on appelle intermédiaires. Là, on parle de biens manufacturés finaux, entre guillemets. On a aussi des produits intermédiaires comme l'acier, par exemple, qui ont un énorme impact et qui sont aussi ciblés à part entière, de manière un peu différente, dans le SPR. Nous, on va plutôt se focaliser aujourd'hui, dans nos exemples, sur les produits finis. Donc, en résumé de ce qu'on s'est dit, quels sont les produits qui sont priorisés, les produits finaux? Eh bien, on va avoir le textile et les pneus qui arrivent très prochainement, les meubles puis les matelas. Donc, comme vous l'avez vu, ce sont ceux qui ont potentiellement le plus d'impact et le plus de levier. Et en intermédiaire, fer, acier et aluminium. On a également les batteries qui sont sur un règlement un peu annexe, mais qu'on a mis ici parce que c'est intéressant. Ils vont avoir leur propre passeport produit également. Et donc, c'est un vrai beau cas d'exemple sur ce que peut être un passeport produit sur une typologie de produits comme les batteries, qui ont particulièrement d'impact, les batteries lithium-ion qu'on trouve partout dans les smartphones, etc. Voilà. Et à côté de ça, on a des indicateurs horizontaux. Les premiers qui sont priorisés, c'est la réparabilité, vous le voyez, qui arrive très vite et on va en parler. On suit ça de très très près. Et la recyclabilité qui arrivera dans un second temps. Voilà pour les priorités de ce texte-là. En termes de timeline, je vous ai remis une timeline qui a peut-être évolué légèrement depuis, mais grosso modo, on est là. C'est-à-dire que les tout premières applications, vous le voyez à la fin, seront plutôt horizon 2027, voilà, sur les premiers produits. Et donc, 2027, ça arrive extrêmement vite. Et ce qui est intéressant, on le verra avec Pierre-Nicolas aussi, c'est de se préparer à ce qui arrive efficacement, pas être surpris par les indicateurs qu'on va devoir fournir ou toutes les données qu'on va devoir fournir aussi, parce que ça prend un certain temps de s'y préparer. Voilà. Je vais laisser Super. Juste François, Pierre-Nicolas.
Ouais, ouais, Pardon, j'interviens puisqu'il y a une question dans le chat ouais, de savoir si le PEM, du coup, n'est pas concerné. Donc, on l'a vu pas effectivement dans les premiers produits ciblés. ouais. Et si je ne m'abuse, qui seront concernés par les indicateurs horizontaux. Ouais, tout à fait. Alors, il y a une complexité derrière ça, et très honnêtement, pour avoir beaucoup épluché la documentation, il n'y a pas une grande clarté aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des produits finis priorisés, textiles, pneus, etc. Et il y a des indicateurs horizontaux qui sont priorisés d'un autre côté sur certains produits qui sont, eux, différents. Et dans ces produits-là, on va vous montrer la liste. On a du PEM, donc on a certains produits qui font partie de ça. Ça ne veut pas dire que ces produits du PEM auront leur propre DPP aussitôt que les autres, mais ça veut dire qu'ils auront un indicateur horizontal qui est prêt à être intégré dans un second temps dans le passeport produit qui arrivera, et particulièrement la réparabilité. Donc on va créer cet indicateur de réparabilité sur certains produits, et quand ils seront priorisés dans le passeport produit, ben, ils apparaîtront dans le passeport produit avec cet indicateur-là. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est encore assez peu clair dans la réglementation et qui va se discuter au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ça répond Ah, à la question. merci. C'est une bonne question. Donc je vais laisser Pierre-Nicolas prendre la suite avec les enjeux des données derrière tout ça, une partie un peu plus technique passeport produit et l'interopérabilité. Merci François. Oui, évidemment, on parle d'un règlement, on parle d'une réglementation, on va parler de conformité, mais il faut bien voir ce qui est en jeu. Et d'abord, la vision du régulateur. Et on cite ici Ilias Iacovidis, qui est notre principal contact à la Commission européenne, avec qui on échange beaucoup et qui intervient souvent quand on lui demande pour expliquer le pourquoi du comment. Sa vision, c'est que si on veut atteindre les objectifs de changement climatique, la durabilité, elle est absolument essentielle. Et que pour arriver à la durabilité, il faut mettre en place une économie circulaire qui va permettre de créer des revenus sur la circulation des produits, sur l'allongement de leur durée de vie, finalement, qui va permettre de créer les conditions du découplage de la croissance, de la production d'objets nouveaux. Et donc, leur vision, c'est de dire, eux, régulateurs, leur, leur, euh, leur mission, c'est de construire les autoroutes, finalement, qui permettront de faire ça. Et DPP, pour eux, c'est ça. C'est une autoroute de données produits sur la base de laquelle on va pouvoir construire des cas d'usage autour de l'économie circulaire. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que ça doit devenir du coup une opportunité d'évolution de business model autour de la durabilité et de création d'économies dans le sens croissance et marge autour de la circularité. Euh, donc, si on passe le slide d'après, si vous voulez bien, pour arriver à faire tout ça, il faut des données exploitables en fait. Ces données exploitables, il faut qu'elles soient interopérables, qu'elles soient standardisées, mais pas que, je dirais pas que pour le consommateur. Il peut y avoir parfois cette vision d'étiquetage dans le sens, c'est le consommateur qui va voir, qui va choisir. La donnée du passeport produit, elle est aussi bien B2B que B2C. Elle est destinée, oui, bien sûr, à se renseigner avant d'acheter, mais elle est surtout destinée à être mise à jour par le réparateur quand il change une partie du produit. Elle est destinée à enregistrer un nouvel élément dans le cycle de vie, un changement de main euh, va permettre finalement à la personne qui pourra décider de l'allongement de la vie d'un produit, de faire ce choix correctement, de réparer mieux ou de créer de la confiance au moment de la seconde main. Donc si on passe là-dessus, et le problème c'est qu'en fait quand il y a d'énormes volumes de données, il faut que pour que ça marche, il faut qu'elles soient interconnectées, mais aussi qu'elles soient respectueuses, on dit de la vie privée, mais aussi du secret des entreprises, si tout le monde se met à partager absolument tout avec tout le monde. Donc en fait, c'est le challenge qu'il va y avoir. Jusqu'à présent, l'Union européenne, elle centralisait. Si vous voyez comment fonctionne EPREL, les fabricants viennent pousser de l'information, puis ça s'affiche dans EPREL. Là, dans DPP, ça va être différent. Chaque opérateur économique va avoir sa donnée, soit chez lui, soit chez un DPP Solution Provider qui se chargera d'opérer sa donnée DPP pour son compte. Donc tout ça, ça va poser des challenges de connexion de cette donnée, de transparence, d'accès au système d'information. Et donc, voilà, il y a une tendance aujourd'hui, en fait, à avoir de la donnée propriétaire, enfermée, à peu partagée. Et l'enjeu du DPP, ça va être de permettre ce partage. Évidemment, le régulateur, lui, va dire comment il veut que ça se fasse, mais c'est les collaborations à l'intérieur des filières
qui vont créer de la valeur. Bon, je vais vous donner l'exemple de ce qu'on fait dans l'électroménager aujourd'hui, mais la base, évidemment, c'est que les systèmes puissent se comprendre, mais ce qui fait qu'on crée de la valeur, c'est qu'à un moment, des acteurs disent, OK, on va collaborer sur la base de cette donnée, et ça va créer un commun de données, finalement, qui permet, grâce au partage, d'augmenter la valeur. Donc voilà, les enjeux, on les voit bien, hein, cette transparence de la donnée, c'est un enjeu pour l'économie circulaire, hein, allonger la durée de vie des produits, augmenter la réparabilité, permettre le réemploi, la seconde vie, créer des données fiables. Et aujourd'hui, pour les entreprises, bah, il y a une traçabilité qui est limitée, il faut être conforme, et on a cet enjeu d'aller vers des modèles de services. Donc c'est tout ça finalement auquel le DPP doit permettre de répondre. Et je crois que j'ai un autre slide avant de passer à l'exemple. Ah oui, donc finalement, on va vous raconter ce qu'on fait. Nous, on fait des DPP. On faisait des DPP avant de les appeler DPP. On ne devrait pas forcément les appeler DPP aujourd'hui, d'ailleurs, puisque le règlement n'étant pas clair. Aujourd'hui, il est bien évident que ce que nous proposons comme technologie n'a pas l'ambition d'être conforme au jour J, puisque la conformité n'existe pas. Donc, évidemment, maintenant, il faut aussi être pragmatique. On a commencé, nous, en 2018, à attacher de la donnée à des produits durables. Au début, on appelait ça des certificats, puis des passeports, puis etc., etc. Là, aujourd'hui, il y a une dénomination qui se crée. Et qu'on soit clair, je veux dire, quand on crée, quand on essaie de créer cet écosystème, si maintenant, déjà, ça n'existe pas vraiment, on ne peut pas dire qu'il y ait des appels d'offres toutes les 2 minutes d'entreprises qui disent on veut mettre un DPP, etc., parce que comme c'est pas encore clair. Pour autant, si on se met à avoir des dénominations différentes, ça devient impossible de créer un marché et de créer des solutions qui se répondent. Donc, nous, on appelle ça le passeport produit. Demain, il sera évidemment conforme. Je vais en parler après. Mais qu'est-ce que c'est un passeport produit? C'est une capsule de données qui regroupe les données qui concernent le produit. On l'a vu tout à l'heure. Les actes délégués vont définir pour chaque typologie de produit quel produit. Et ce passeport produit, il existe dans un système auquel va avoir accès l'ensemble des parties prenantes tout au long du cycle de vie. Et tout ça, ça va créer un historique de confiance qui va devenir le catalyseur de la circularité. Il faut toujours avoir en tête, quand on parle de DPP, qu'il y a le système, qui est les bases de données des opérateurs économiques ou des solution providers qui poussent de la donnée vers l'Union européenne, qui est mise à jour par les réparateurs. Et ensuite, il y a là le contenu. Le contenu, c'est les actes délégués sectoriels, mais le système, lui, il va être défini très tôt, début 2026, puisqu'il doit être opérationnel pour la batterie, dans le cadre du Battery Pass. Donc, si on avance, alors il y a un nouvel élément qu'il faut prendre en compte, c'est que le DPP aujourd'hui est pris, je dirais, il y a une tentative d'appropriation dans le cadre d'Omnibus 4. En fait, les gens qui créent le règlement SPR se sentent un petit peu dépossédés du fait que finalement, dans le cadre d'Omnibus, il soit considéré que le DPP puisse devenir un outil de simplification administrative. C'est-à-dire qu'en plus d'être un outil lié à la transparence sur l'éco-design, l'enregistrement des éléments de la vie finalement et de la durabilité du produit, on va aussi vouloir mettre dans le DPP l'ensemble de la documentation liée à la conformité, à la mise en marché sur le marché européen, avec l'idée d'accélérer le chemin vers un marché unique et une capacité de mise en marché simplifiée sur les différents territoires, au-delà des législations spécifiques. Et donc ça, c'est un facteur de ralentissement. C'est une opportunité, parce que ça va évidemment donner encore plus de valeur au DPP, mais c'est aussi un facteur de ralentissement, parce que maintenant, on a X directions au niveau de l'UE qui doivent se mettre d'accord pour dire dans quel ordre ils font les choses. Et c'est ça qui amène en fait un léger ralentissement de la publication des actes délégués, qui était prévu pour être beaucoup plus rapide et qui finalement va s'étaler un tout petit peu plus jusqu'à 2030. Donc il y a à la fois plus d'ambition, plus de valeur, puisqu'il va y avoir cette doublette circularité et conformité, simplification administrative. Ça m'amène où ça? Donc voilà, bon, ça on en a parlé, c'est la colonne vertébrale de l'économie circulaire. Donc demain, on centralise les déclarations et les notices, on standardise les échanges avec les autorités, même douanières, on allège les démarches en mettant la donnée au niveau du produit, on identifie évidemment chaque produit, on trace et horodathe les événements clés de sa vie, on contrôle l'accès et le suivi des composants, tout le monde n'aura pas accès à tout.
à tous les niveaux de granularité. Il y a une notion de need to know. Access. Et puis, évidemment, tout ça, alors là, il y a sûrement un bug parce qu'il y a 2 fois le même titre, mais on va connecter les services externes, la garantie, la revente, l'entretien, notifier l'utilisateur intelligemment, faciliter le transfert de propriété. Donc, tout ça, hein, vous avez un rapport qu'on a fait, un petit papier qu'on a fait avec Deloitte qui explique comment le DPP transforme la conformité en opportunité et redéfinit la compétitivité européenne. Je vois qu'il y a une question, j'en profite là, les batteries. Non, toutes les batteries sont pas concernées. On est sur des tailles de batteries significatives. Je crois que ce qui va définir dans le battery pass, d'abord c'est le règlement. Il y a déjà, c'est hors ESPR, hein, c'est comme disait François tout à l'heure, il y a d'autres règlements qui vont se retrouver en coordination. Donc là, c'est le battery pass, hein, qui est la base de ça. Donc il y a un site Battery Pass où vous pourrez trouver la taille des batteries qui sont concernées. Ensuite, va-t-on vers un DPP par type de produit ou un type par produit particulier? La logique, c'est quand même une logique à l'unité. Cependant, on va pouvoir avoir la même information pour des lots et des SKU. Il faut bien comprendre cependant que le QR code qui sera sur le produit aura une URL spécifique qui sera unique. C'est-à-dire que même sur un lot de produits qui ont exactement les mêmes caractéristiques, et même s'ils n'ont pas de numéro de série, le lien, c'est-à-dire l'adresse, l'URL derrière le QR code, elle sera unique pour chaque produit et enregistrée au niveau de l'UE. De fait, le DPP sérialisera, si vous voulez, hein. OK. Si on passe à la suite, voilà, bah, donc finalement là, on vous a fait une petite démo de ce que permettra le DPP dans un futur proche. Là, c'est une démo vraiment un petit peu futuriste, hein, dans laquelle c'est hard codé, hein, c'est pas du live, c'est pour se projeter. C'est ce qu'on appelle notre page produit future, je crois. Ah ben non, non, vous avez la normale. Non, non, on a une page produit tout à fait normale qui vous est proposée, mais dans laquelle on avait envie de montrer comment hein, le label Long Time peut vivre dans le DPP. Donc là, vous voyez une cafetière, sa fiche produit, hein. Dans la fiche produit, vous trouvez sa certification long time, vous voyez l'identité du produit, ses caractéristiques, sa consommation, son poids. Vous trouverez évidemment la notice. Vous pouvez accéder à des services qui peuvent vous être fournis ici, par exemple, par le distributeur qui est Darty. Vous avez l'historique qui est extrêmement important, puisque c'est là qu'on voit quand il a été mis en service, quand il a été reconditionné. Alors, la mise en service d'un petit appareil, c'est un concept qui est quand même qui reste à valider, hein, puisque c'est très différent d'un frigo ou d'un gros électroménager qui est livré dans l'essentiel des cas, etc. Et là, vous voyez en haut, le numéro de série, le label long time. Et là, vous pouvez cliquer dessus et voir quel est le score de réparabilité, de fiabilité, tous les détails. Donc, ce qu'on voit bien, ce qui est intéressant, hein, ce qu'on veut montrer là, c'est finalement cette idée que ce DPP, ça devient un petit peu le hub de data de l'objet, la façon de mettre en avant ces certifications, de rassurer le consommateur, mais aussi d'enrichir avec cet historique et demain de faciliter l'inclusion de ce produit dans une économie circulaire. Donc, si on avance, je parlais tout à l'heure de... Alors voilà, qu'est-ce que ça fait? Nous, on a créé une technologie un petit peu en avance, de phase, hein, avant que le régulateur s'en empare. Et les fonctionnalités principales que permet notre technologie, c'est de permettre aux gens de lire la donnée du DPP. Donc d'abord, on la remplit, ensuite on la rend lisible, et ensuite venir mettre à jour et écrire dans ce DPP, c'est-à-dire si je suis un réparateur, je vais pouvoir me créer une identité, elle va être vérifiée, et je vais ensuite avoir la capacité de venir inscrire des événements, documenter ces événements, horodater ces événements dans le passeport. Donc c'est intéressant parce que si je suis, si je reprends l'exemple de cette cafetière, le fabricant de la cafetière, il crée la donnée. Si c'est Darty qui distribue, par exemple, donc le distributeur met à jour cette donnée lors de la vente, puis si par exemple il y a un contrat de service qui amène une réparation, de nouveau la donnée est mise à jour avec la date de la réparation, et donc c'est très intéressant pour le fabricant qui voit ces événements venir enrichir sa data. C'est intéressant pour évidemment le consommateur qui a maintenant plus d'informations qualifiées sur son produit et qui pourra donc en protéger la valeur. On passe à la suite. Donc voilà, donc, évidemment, je le disais tout à l'heure, le DPP n'existe pas encore. Nous, on fait partie de ceux qui militent
pour que les solution providers de DPP soient certifiés. Nous, on a évidemment tout intérêt à ça. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le sujet. Et donc, on serait ravis, nous, de passer par un cycle de certification. En attendant, on a des experts dans tous les groupes du JTC 24 au Sénélec, et évidemment au groupe Miroir à l'AFNOR. On est partenaire avec G1 on participe à des calls à l'Union européenne et on a des contacts directs avec les différentes directions générales. On est interconnecté avec le CIRPAS 2 et avec tous leurs travaux et on leur donne pas mal d'éléments. On participe à des groupes de travail sur l'économie, sur le VPP circulaire dans la Fédération de la mode circulaire. Donc, si vous voulez, à la fois, on essaie d'anticiper et en même temps de participer à la conception pour dire le jour où on sait ce que c'est que la conformité, bon, on sera les premiers à avoir une solution conforme. Est-ce que notre solution devra rester exactement comme elle est là? Il y aura sûrement quelques ajustements, mais en tout cas, on garantit aujourd'hui à nos partenaires cette conformité, cette future conformité en tout cas. Comment on travaille? Nous, on a deux secteurs. On a commencé avec l'horlogerie, qui a une vision de l'économie circulaire qui est très marketing, puisqu'ils ont cet objectif d'être connectés avec le client de seconde main. Donc, ça nous a permis de développer des cas d'usage à très grande échelle sur des millions et des millions de montres vendues partout dans le monde, et aussi avec une logique très business, ce qui est intéressant, puisque on avait construit ça vraiment pour permettre de garder le lien. C'est pour ça qu'on s'appelle Ariani, garder le lien entre le produit, les différents propriétaires et la marque. Et puis, depuis peu, on a ce cas d'usage à grande échelle avec l'éco-organisme Écosystème, le distributeur français Fnac, Darty, le fabricant d'électroménager Beko et les entreprises de l'économie sociale et solidaire Envie, qui tous ensemble se sont mis en début d'année à créer des passeports pour le gros électroménager vendu en France, avec aujourd'hui des centaines de milliers de produits qui se voient ajouter un DPP chaque mois. Et donc, d'ici l'année prochaine, des millions de produits qui seront concernés. Et je crois qu'on a un deep dive rapide sur cette expérimentation-là. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait des fabricants, des reconditionneurs, des réparateurs, des distributeurs qui travaillent ensemble autour de cette donnée. Le régulateur est très positif à ce sujet. Ce qu'il nous demande à la direction, à la Commission européenne, c'est revenez nous dire ce qui marche pas. Surtout, donnez-nous le maximum d'infos. D'habitude, ils fonctionnent en finançant des projets, en finançant des projets qui sont des pilotes. Là, avoir des projets live à grande échelle, ils sont très contents. Et ce qu'ils nous disent, et je vais vous le dire très clairement, ils nous disent, venez nous dire, faites des choses. Si vous arrivez à convaincre des fabricants, des distributeurs de se mettre au travail maintenant, de préfigurer ce que ça va être et que vous nous faites remonter de l'information pour éviter qu'on ponde des trucs complètement délirants, on sera ravis. Et donc, il y a ce lien. Et c'est aussi pour ça que nous, on dit, voilà, tout ça, c'est une opportunité. C'est pas que de la conformité. Venez travailler avec nous, mettez des DPP, regardez comment ça marche, préparez-vous, envoyons du feedback à la commission, parce que l'enjeu, c'est pas juste d'être prêt le jour où on nous dira quelle est la couleur du bâton, mais c'est de définir ensemble la valeur derrière ce système-là. Je crois qu'il me reste une ou deux planches. Donc voilà, bon, ça, c'est ce que je vous expliquais, tout ce petit monde qui travaille ensemble sur la base de notre technologie. Et est-ce qu'il me reste quelque chose à dire? Voilà, donc ça c'est un exemple de parcours client, c'est important. Donc, on peut imaginer donc Beko produisent un lave-linge, ils vont identifier, ils vont mettre un QR code dessus, ils vont ajouter de la data, créer le passeport. Ensuite, peut-être que Beko va vendre en e-commerce, et donc Beko va horodater la date de la vente, mais peut-être que une fois qu'il est vendu, cet appareil, il est couvert par un abonnement d'Artimax. Et donc, s'il y a une réparation hors garantie, il va peut-être être réparé par un réparateur d'Artimax qui viendra lui aussi renseigner et documenter finalement cette réparation. Donc, très intéressant pour Beko qui a maintenant de la visibilité sur cette réparation. Et puis, dans un second temps, il va peut-être être rénové et revendu par Envie, les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui vont aussi mettre à jour. Voilà. Super exemple. Ouais. Donc là, voilà, encore un exemple. J'ai quand même l'impression qu'on avait déjà vu quelque chose. Donc, je ne sais pas vers où ça nous amène, ce QR code, mais je le fais avec vous. Eh bien là, je crois que l'idée, c'est que ce que vous voyez, c'est quelque chose de live. Donc, c'est un passeport qui a été vendu, reconditionné. Voilà, on voyait les notices, etc. Donc, bon, c'est assez similaire de la projection que vous avez eue tout à l'heure avec l'exemple long time.
Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je crois qu'il y a une question sur le coût de préparation d'un DPP pour un producteur. Je ne sais pas vraiment répondre à ça parce que la question de la préparation, c'est-à-dire euh, j'imagine que vous faites allusion à la concaténation, si je puis dire, des données qu'il faut mettre dans le DPP. Il faut comprendre qu'il y a vraiment plusieurs éléments. Il y a qu'est-ce qu'on met dans le DPP, quel est le système d'information du DPP, et ensuite comment celui-ci se connecte avec les acteurs de l'économie circulaire. Ce sont trois enjeux qui viennent avec leur challenge, avec leur solution technique. Pour récupérer la donnée, on va s'appuyer sur les différentes sources de données à l'intérieur du système d'information, voire les données qui viennent des fournisseurs. Une fois que ça c'est fait, on va utiliser un système d'information DPP, soit qui est construit, dédié par l'opérateur économique, soit qui est sur abonnement avec un DPP Solution Provider comme nous. Donc là, il y a de nouveau d'autres coûts. Et puis ensuite, on va interagir avec l'extérieur, ce qui peut aussi générer des coûts. Donc l'idée, c'est que tout ça soit en ligne, évidemment, avec la valeur ajoutée. Donc, c'est très délicat de répondre comme ça à l'unité. Merci Pierre-Nicolas, c'est un bel exemple qui nous plonge vraiment dans l'utilisation, dans ce qu'on va pouvoir, dans les opportunités, comme tu disais, de cet outil. Bravo aussi d'avoir réuni toutes les parties prenantes et que ça serve aussi à faire une réglementation qui soit pragmatique, applicable et qui aille pas chercher non plus voilà, des ambitions qui ne sont pas réalisables sur le terrain. Donc, c'est ce qu'on voulait en tout cas vous montrer avec ce bel exemple. On avait une autre question, je crois que tu as répondu avant de passer à la suite sur, on aura bien donc par produit un DPP1, ce que tu disais, hein, chaque produit a son QR code, son URL qui est propre, hein. Et Oui, mais pour autant, attention, hein, la donnée pourra être la même pour l'ensemble d'une référence. évident. D'accord? Évident. Voilà. Et on va en parler, hein, c'est là-dessus que François va en suivant, sur les indicateurs, évidemment, qui seront transverses, hein, où là, l'objectif, c'est pas que chaque produit ait sa propre information, mais bien que le consommateur puisse comparer les produits entre eux et avoir des informations qui sont quand même transverses. Et on a une dernière question, le DPP n'impose pas d'avoir l'information sur la provenance pays des matières premières qui constituent le produit. Donc ça fait partie de toutes les informations. Je ne sais pas si tu veux répondre à ça, Pierre-Nicolas. Alors, euh, le, le- l'ambition du régulateur était à la base extrêmement large. Et quand ils ont mandaté les CIRPAS et autres pour dire ce qu'il faudrait y avoir dans le DPP, évidemment, les gens sont revenus en disant il faut 90 data points jusqu'à l'adresse de la personne qui a travaillé dans l'usine. J'exagère, mais je veux dire, Oui. ça allait évidemment très très loin. Ça n'arrivera pas. S'il y a par acte délégué 20 data points par typologie de produit, ce sera un maximum pour des raisons évidentes, puisque, ben, évidemment, les lobbies en tout genre, les organisations professionnelles font en sorte de limiter l'impact. Ce qui est supposé, je vais tirer un peu le trait, mais il y a quand même peu de chances que DPP soit plus exigeant qu'AGEC 2. Il y a quand même peu de chances que quand on Mm. a fait le boulot en France qui est demandé aujourd'hui, alors c'est sûr que ce boulot, il ne requiert pas la connexion avec un produit unique, donc il va quand même y avoir ce système DPP, ces URL uniques, ce backup de cette information. Donc dans le système DPP, il va y avoir des nouvelles choses, mais dans le type de données, on voit mal comment le régulateur européen imposerait à l'ensemble de l'Europe quelque chose qui soit mieux disant que Ouais. qu'AGEC, qui est déjà quelque chose que des autres pays n'ont pas. Ouais. Donc, 20 data points, peut-être moins. Et donc, euh, quels seront ces data points? Évidemment, on ne le sait pas encore, mais je pense que quand on regarde AGEC, on se rapproche de ce qui sera demandé. Super, merci. François, du coup, tu vas faire focus sur les indicateurs de durabilité, Ben évidemment. justement, Ouais. ouais, on va faire le lien avec ces données. Merci Pierre-Nicolas, c'est vraiment super intéressant d'avoir cet exemple concret dans ce flou un peu de réglementation. Ça aide beaucoup. On va essayer encore d'éclaircir avec les types d'indicateurs qu'il y aura dans le DPP. Donc, on parle d'indicateurs horizontaux. Justement, il y avait une question qui était un peu liée à ça. Il y aura un acte délégué par typologie de produit, mais il y aura des indicateurs qui seront communs à des familles de produits similaires. Et donc, typiquement, l'indicateur de réparabilité qui est attendu pour 2027 sera commun à tout un tas de familles de produits qu'on va évoquer ensemble.
Voilà, il y a la réparabilité, la fiabilité, je l'ai mis là parce que nous, c'est notre cœur d'activité aussi, mais pour pas faire la confusion, ce n'est pas un indicateur qui a été priorisé à l'heure actuelle au même titre que la réparabilité. Il arrivera dans le temps, on l'espère, d'une certaine manière, mais c'est un indicateur qui est plus complexe. On le voit aussi dans la loi AGEC en France avec l'indicateur durabilité. Donc, il arrivera dans un deuxième temps. On a voulu modéliser un peu, mais ça a été très bien évoqué par Pierre-Nicolas. Qu'est-ce qui se passe au niveau DPP par famille de produits? Ben, on va avoir un DPP pour une typologie de produits. Par exemple, là, ici, les produits de transport, qui incluent de la batterie, par exemple, ou pour tout ce qui est console de jeu, ou tout ce qui est meuble. Et donc, au sein de ces passeports produits-là, on aura des indicateurs pertinents qui vont changer en fonction des familles de produits. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une hiérarchie qui soit cohérente pour les consommateurs aussi et qui s'y retrouve en fonction des familles de produits. Nous, ce qu'on y voit, c'est un indicateur peut-être au niveau, ce que je vous mets à l'écran, c'est hypothétique, hein, c'est des choses qu'on a proposées aussi au niveau Europe, mais au niveau réparabilité, au niveau fiabilité, recyclabilité, et que on ait un niveau de profondeur comme ça en ayant creusé, par exemple, la partie réparabilité. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouverait derrière? Nous, ce qu'on aimerait y trouver, c'est évidemment de la documentation pour promouvoir la facilité de réparation auprès du consommateur final, des indicateurs sur la bonne utilisation et de la maintenance du produit, à quelle pièce je vais avoir accès dans le temps si j'ai un problème, et des indicateurs concrets sur la performance du produit en termes de réparabilité, que vous connaissez déjà probablement dans le cadre de la loi AGEC, mais c'est vraiment cet indicateur de réparabilité de 2027 dont on va parler, c'est vraisemblablement sous format de scoring ou de lettres, ce qui est attendu au niveau Europe. Effectivement, c'est pas pour rien que cet indicateur réparabilité a été mis en avant et priorisé. Ça, c'est une étude française, mais en Europe, c'est assez similaire. Il y a énormément de consommateurs qui estiment que la réparation a un bénéfice environnemental. Et évidemment, c'est réel, ça a été étudié, ça a été mis en avant. Réparer son produit, c'est le prolonger dans le temps, c'est éviter de racheter des produits trop souvent, c'est en prendre soin. Et donc, on diminue l'impact de la production globale de nos produits en les réparant. Donc, il y a un vrai intérêt à intégrer cet indicateur-là. Il y a eu plusieurs steps de priorisation des familles de produits qui seront visées par l'indicateur réparabilité. Je vous ai mis un aperçu d'une version un peu ultérieure pour vous montrer un peu le cheminement du JRC. C'est encore une fois le JRC qui fait cette étude-là, avec tout un tas de critères sur les produits qui leur permettent d'identifier la pertinence. Voilà, est-ce que c'est un produit qui est souvent défaillant? Est-ce que c'est un produit qui est très complexe? Etc., etc. Donc c'est le type d'étude qui formalise, mais je vais vous montrer la dernière étude en date, parce que c'est un peu un aperçu. Ça, c'est un aperçu de la dernière étude en date, donc il résume en phase. Et aujourd'hui, le tableau de droite, ce que vous voyez, c'est le dernier avancement de priorisation des produits. Ils ont eu plusieurs critères de priorisation de nouveau, et vous le voyez, Progress to Task Free ici, les produits qui ont eu une coche verte sont les produits qui continuent à être priorisés pour l'indicateur de réparabilité. Donc c'est un document qui est très complet, hein, qui détaille vraiment toutes les tasks, toutes les étapes, qui détaille les critères qu'il y a derrière. Nous, on est très heureux et fiers d'être cités dans cette étude du JRC toute récente, Long Time, notre label en tant que méthodologie d'évaluation. Alors nous, on fait réparabilité plus fiabilité, mais là, c'est plus focus réparabilité. Voilà, en tant qu'exemple de méthodologie qui fonctionne aujourd'hui. On y reviendra après parce qu'on utilise une méthode qui est très alignée avec ce que fait déjà l'Europe, par exemple, sur les smartphones, mais avec ce qui arrive en termes d'indicateurs. Donc voilà ce qui est en train de se jouer au niveau Europe en termes de priorisation produit. Donc qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ben, je vous ai mis une liste des produits qui sont priorisés. Ça ne veut pas dire qu'il y a un engagement à ce que tous ces produits-là aient un indicateur réparabilité, parce qu'il y a d'autres étapes de sélection qui arrivent. Mais en tout cas, ceux-là ont été retenus pour poursuivre les discussions. Je vous les ai mis à gauche. Ce qui est particulièrement intéressant à voir aujourd'hui, c'est que la France elle-même travaille dans le cadre de la loi AGEC sur les indices de réparabilité de nouveaux qui arrivent. Aujourd'hui, il y a une dizaine de produits couverts, les aspirateurs, etc. Aujourd'hui, on a de nouvelles familles de produits qui sont discutées en groupe de travail, desquels on fait partie d'ailleurs, auprès du gouvernement et de l'ADEME. Et vous voyez qu'il y a un recroisement. Tous ceux que je vous ai mis en vert sont priorisés par l'Europe. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils arriveront dès 2027 en Europe ou ils seront effectivement priorisés jusqu'à la fin des étapes de sélection, mais il peut y avoir un chevauchement et c'est important d'être alerte sur ça, d'être prévenu que voilà, il peut y avoir un niveau européen qui arrive et généralement, c'est ce qui est fait, c'est le niveau Europe qui prend le pas sur le niveau France. Donc l'indicateur européen prendra le pas sur l'indicateur français. Qu'est-ce qui se passe derrière la réparation? Nous, on a voulu détailler un petit peu le sujet et pourquoi c'est un réel intérêt. Pour commencer, vraiment, le tout premier frein,
qui remonte, et je vous ai mis des datas intéressantes d'études ADEME derrière, c'est le frein, le prix. Le prix est le premier frein à la réparation. Quand on se pose la question de réparer un produit ou pas, ben on va évaluer la plus-value financière derrière. Est-ce que la réparation, elle me coûte plus de la moitié du prix du produit? Auquel cas, je préfère m'orienter vers un produit récent. Et on le voit ici, hein, c'est ce qui remonte. Voilà. Mais pour diminuer le prix, on a plusieurs possibilités. On peut commencer à estimer et à diagnostiquer par nous-mêmes et potentiellement à faire la réparation nous-mêmes, ce qui pourrait avoir tendance, dans certains cas peu complexes par exemple, à diminuer le prix. Donc il faut que ça s'articule d'autres indicateurs et d'autres disponibilités. Si je veux réparer moi-même, il faut que j'ai accès à la pièce défectueuse que j'aimerais changer. Donc il faut qu'il y ait une réelle disponibilité des pièces détachées, alors que ce soit moi ou que ce soit un réparateur indépendant, hein, il va falloir qu'il ait accès aux pièces. Donc là, on vous a mis des partenaires, par exemple, qui travaillent sur la mise à disposition de nombreuses pièces détachées. Une chose intéressante que nos retours terrain font ressortir, parce qu'on parle avec beaucoup de fabricants, c'est qu'il y en a qui nous disent qu'ils ne vont pas mettre à disposition les pièces ou la documentation parce que le réparateur va se blesser. Et ça, c'est un point qu'on a fait remonter à l'Europe. C'est un vrai point flou parce que c'est une justification qui peut être recevable pour certains produits complexes et dangereux où il y a de l'eau, où il y a de l'élec, par exemple, où il y a des condensateurs de démarrage, etc., un peu plus compliqués, où il y a un risque. Dans de nombreux cas, quand il y a de la documentation et quand il y a des réparations simples à réaliser, il y a peu de risques pour le consommateur. Et d'ailleurs, vous le voyez, les raisons pour lesquelles on ne répare pas, c'est pas particulièrement parce qu'on a peur de se blesser. Ça pourrait être le cas hein, sur certains produits, mais globalement, c'est pas pour ça, c'est parce qu'on manque de compétences techniques. Et pourquoi on en manque aussi? C'est parce qu'on manque de documentation. Donc, derrière ces éléments-là, c'est intéressant de donner des indicateurs de réparabilité aux consommateurs pour qu'ils puissent se représenter le fait de à quel point ils vont avoir accès à de la doc, à des pièces, à quel point ils vont pouvoir démonter leurs produits facilement. Donc, il y a des indicateurs qui existent déjà. Vous voyez celui de la loi AGEC en France, vous voyez celui des smartphones en Europe, qui est le premier au niveau Europe. Là, je l'ai entouré avec une lettre, qui est basée sur la méthodologie EN 45554. Et vraisemblablement, l'indicateur horizontal européen sera basé sur le même état d'esprit que cette méthodologie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'on anticipe, qu'on sent depuis un moment. Et donc, nos outils aujourd'hui se basent sur la même méthodologie. C'est vraiment le même état d'esprit un peu que ce que fait Ariani. On est précurseur de la réglementation, mais on veut fournir des outils qui seront en accord exactement, ou en tout cas avec quelques ajustements, à ce qui va arriver. Donc le but, c'est de se préparer avec ces outils-là. Et une fois qu'on est couvert par la réglementation, ben, avoir eu le temps d'améliorer ses scores et de les afficher de la bonne manière aussi. Donc Donc c'est ce François, qu'on... juste, Ouais, pardon, tout à l'heure tu montrais la liste des catégories de produits qui étaient couvertes. ouais. Ceux qui étaient couverts et par la loi AGEC et qui allaient être couverts par l'Europe. Et donc ce que tu dis là, c'est qu'en fait les méthodologies par contre ne vont pas s'appuyer sur la loi AGEC. Tout à l'heure Pierre-Nicolas disait vraisemblablement il y aura des informations et on ne sera pas aussi ambitieux que la loi AGEC. Donc tous ceux qui sont prêts en AGEC presque seront prêts sur la partie des PP. Là sur la méthodologie d'évaluation on a bien une disparité entre ce qui est fait par l'ADEME et le CGDD et ce qui a été pris et retenu, par exemple, pour le smartphone et ce à venir. Effectivement, il y a des disparités. Après, là, c'est un sujet un peu plus complexe au niveau critères, mais il y a des vraies disparités. Ce qui est fait au niveau Europe s'approche très fortement de la 45-554 dans l'idée, avec des classes associées à des points, etc. La loi AGEC s'en éloigne pas énormément non plus, hein, parce c'est un peu toujours les mêmes critères derrière la réparabilité. Je pense que vous le savez maintenant, ceux qui s'approchent de la thématique, c'est la disponibilité des pièces, de la documentation, la capacité de démontage. Mais dans la méthodologie, la pondération des critères, la prise en compte du prix ou pas, il y a des disparités. L'Europe, actuellement, dans les smartphones, ne prend pas en compte le prix du tout au même niveau que ce que fait la loi AGEC. Nous, on valorise du coup plutôt là ce que fait la loi AGEC et la prise en compte du prix. Ce qu'on a fait, et toute la complexité de notre expertise, c'est agréger tout ce qui est le plus vertueux dans les réglementations et faire en sorte qu'on s'aligne vers ce que va faire l'Europe, mais en faisant du lobbying positif, entre guillemets, pour intégrer le prix. Parce que c'est un facteur central de frein à la réparation. Donc, dans notre scoring que vous voyez à l'écran, c'est basé, c'est très aligné avec ce que fait l'Europe sur les smartphones et avec ce qui viendra. Et on y a rajouté un indicateur du prix parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment primordial. Donc, voilà ce qu'on fait. On a un outil logiciel derrière qui permet d'évaluer ce score-là sur un scope extrêmement large de produits. Et on a préévalué les pièces les plus critiques des produits pour améliorer la vitesse d'évaluation. Voilà, on travaille beaucoup sur ça. Euh, Dans un passeport produit, ce qu'on veut, c'est un indicateur, mais aussi c'est des détails. Voilà, c'est ce que fait la loi AGEC, hein. Il faut mettre à disposition les détails d'évaluation. Je ne rentrerai pas en détail, mais si vous avez scanné le QR code où il y avait l'exemple long time, vous aviez le score, mais vous aviez aussi le rapport détaillé
de pourquoi un tel scoring, quels sont les critères qui sont peut-être un peu moins bien pour que tout soit très transparent auprès du consommateur. On a parlé des scores et je parle brièvement d'autres types d'indicateurs. Nous, notre cœur d'activité, c'est aussi le label long time. Et donc, un passeport produit, vraisemblablement, laissera la place à des indicateurs complémentaires, type label, type écolabel de type 1, hein, les plus robustes. Voilà. Et il y a un lien avec, du coup, la réglementation Green Claims qui est un peu mis en pause actuellement, mais qui viendra définir les règles de robustesse de communication d'un label. Qu'est-ce que doit faire un label pour être robuste et transparent? Eh bien, nous, on a évidemment étudié ça en détail. Et donc, ces indicateurs-là, vraisemblablement, nous, c'est ce qu'on voit en tout cas, pourront avoir leur place dans le DPP, mais devront être robustes et donc alignés avec des règles strictes. Voilà, bon, je passe un peu plus dans les détails parce que j'aimerais bien qu'on ait le temps pour répondre à des questions à la fin. Il y a un énorme levier du do-it-yourself dans la réparation, hein. Il y a énormément de consommateurs qui diagnostiquent eux-mêmes. Alors évidemment, on ne peut pas tout diagnostiquer dans des produits complexes, mais en tout cas, qui essaient de le faire, qui vont sur Internet, qui appellent un proche, qui regardent des tutos pour essayer de comprendre la panne. À minima, savoir si ça va nous coûter cher. C'est un peu la première chose qu'on regarde au début, hein. C'est OK, bon, ben là, j'ai vu que mon moteur était mort, etc. Ou alors, c'est plus facile que c'est un fusible, par exemple. Il y a un gros enjeu de l'entretien, c'est aussi ce dont parlait Pierre-Nicolas dans leur exemple avec Darty et le consortium, c'est que donner de l'information pour bien entretenir son produit, c'est réduire extrêmement les pannes. Il y a beaucoup de pannes qui sont dues à un mauvais entretien et je pense que nous tous ici, on ne fait pas 100% des choses qu'il faudrait faire sur notre électroménager, sur nos machines à café pour les entretenir au mieux de ce qui doit être fait. Et donc sensibiliser dans un passeport produit, c'est un vrai levier. Voilà, pour résumer, donc il y a des freins aujourd'hui, le prix par exemple de la réparation, et on peut donner beaucoup d'informations pertinentes dans ce passeport produit pour diminuer ces freins-là, pour apporter de la documentation. Au-delà de la traçabilité, nous, là, on fait un focus très conso, hein, évidemment, il y a Pierre-Nicolas qui parle aussi d'un focus très B2B professionnel, traçabilité, qui est extrêmement précieux. Mais il y a aussi de l'indicateur consommateur pour faciliter la réparation, avoir accès aux pièces, etc. Voilà, on a aussi un score de fiabilité, mais c'est plus surfacé qu'ici parce qu'on parle plutôt de la réparabilité, mais on travaille sur d'autres indicateurs qui seront inclus dans les scopes d'indicateurs horizontaux. Celui-ci arrivera vraiment plus tard parce qu'il est bien plus complexe. Voilà, et je vais laisser peut-être Pierre-Nicolas faire une synthèse de ben, justement comment se préparer à tout ça, vu tout ce qu'on s'est dit, comment se préparer efficacement. Oui, en fait, bon, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on considère que tout ça, ça va devenir un outil stratégique pour l'entreprise ou est-ce qu'on veut se préparer à la conformité? Voilà. Et ça, finalement une appréciation qui est, qui est, qui est libre au jugement de chacun. Nous, on est convaincus que pour se préparer, qu'il faut avoir envie de se préparer à utiliser tout ça pour faciliter, catalyser la transition vers la circularité. On est convaincu que le fait d'aller créer de la donnée, des identifiants uniques, une documentation centralisée pour les produits, d'imaginer l'interopérabilité, d'échanger avec les parties prenantes du cycle de vie de ces produits, de réfléchir à la place des labels et des certifications dans la communication au niveau du produit, regrouper les informations qui concernent sa fabrication, de promouvoir la réparabilité, tout ça, en fait, ça justifie l'idée d'avoir de la donnée au niveau du produit. Et donc, finalement, on peut se préparer en commençant à faire petit. Je sais plus, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on peut passer le slide suivant. Finalement, on peut se préparer en se disant demain, ça ne sera pas une option. Donc, attendons, on pourrait attendre simplement de savoir quel va être exactement le cadre et puis de réfléchir en conformité. Ou alors, se dire qu'attendre, c'est prendre du retard et qu'agir maintenant, c'est prendre un avantage et finalement prendre en considération l'ensemble de la complexité de tout ça, parce qu'évidemment, on a besoin de l'information source, mais on a aussi besoin de l'interaction avec les tiers, etc. Et donc, voilà, j'espère que tout ça vous convainc, non pas seulement de l'importance de pouvoir être à l'heure pour être conforme, mais surtout de la valeur de prendre de l'avance pour faire rentrer des produits dans des cycles de durabilité et de circularité. Sur la question je vois une ou deux questions en particulier sur les réparations.
des particuliers. Il y a des questions qui se posent là-dessus. Dans le système DPP tel qu'il va être construit par l'Union européenne nécessitera, pour pouvoir écrire dedans, d'être reconnu avec demain, dans quelques années, l'utilisation du European Business Wallet. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse, que le particulier puisse avoir une signature reconnue lui permettant de venir écrire dans ces systèmes-là. Cependant, des retailers et des acteurs, des opérateurs économiques pourraient avoir envie de permettre, eux, de mettre une écriture qui, par exemple, euh, récapitule l'ensemble des actes d'auto-maintenance qui auraient été effectués pendant une période donnée. Voilà. Donc, mais je vois Peut-être mal, le changement d'une honnêtement, pièce, hein. oui, mais je vois mal le particulier pouvoir vraiment venir Hmm. écrire avec une On est d'accord. signature reconnue dans le système. Et effectivement, pour rebondir rapidement sur ce que disait Pierre-Nicolas, il y a peut-être d'autres questions moi, là que je ne vois pas à l'instant T, mais en termes de préparation, il y a cette préparation avec les outils techniques passeport produit qui est un vrai travail, hein, comment on intègre ça dans notre activité. Mais il y a, voilà, comme on l'a dit, la préparation aux indicateurs intérieurs à ce passeport produit, qui sont des indicateurs de compétitivité. On le voit aujourd'hui, c'est ce que font ressortir les derniers rapports de l'ADEME. Afficher un score de réparabilité, par exemple, élevé en magasin avec une couleur verte, c'est un vrai avantage et c'est une vraie plus-value en termes de vente, de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une préparation qui vaut le coup réellement, hein, de manière concrète sur le terrain, de se préparer à avoir un score important, de se préparer à afficher une couleur verte qui parle au consommateur. Tout ça, c'est très important. Et donc, il faut s'y préparer assez tôt parce qu'il y a une complexité de mise à disposition des pièces détachées si on ne les avait pas, qui est différente de créer de la documentation qui est peut-être plus simple. Mais voilà, il y a tous ces aspects-là. Il est important de s'y préparer aussi. Super. Je vous propose qu'on passe à la série de questions. Il reste 8 minutes. On a été dans les temps alors que le planning était dense. On a une question qui est revenue deux fois sur l'applicabilité à des produits B2B. Alors, on sait que souvent la réglementation européenne était réservée à du B2C. Et là, François, si tu peux préciser le scope des produits concernés, il me semble que le B2B est rentré quand même Ouais, dans le champ Pierre-Nicolas, réglementaire, peut-être tu voulais hein. prendre la parole, mais je peux rebondir sur ça. Ouais, pour moi, il y a pas, c'est pas un discriminant, hein. On cherche c'est sustainable goods, hein, not consumer Mm. sustainable goods. Donc, au sens de, et attention, parce que sustainable goods en anglais, ça ne veut pas dire conçu de manière éco-responsable et durable au sens de sustainability. C'est sustain dans le sens qui dure, produit Qui qui Ouais, dure dans tout le à dure, fait. temps. qui de fait est un produit qui dure. C'est par opposition au consommable. Tout à fait. En accord avec ça, il peut rester des flous hein, dans ces réglementations-là et il se peut que j'ai plus tous les articles qui me reviennent en tête ici, mais ça paraît cohérent et aligné avec ce qui se fait, que ce soit sur des produits à la fois conso et pro. Et c'est ce que fait Longtime aussi. D'ailleurs, on travaille autant sur des produits conso que du pro parce qu'il y a les mêmes enjeux de durabilité, même si c'est pas les mêmes seuils de critères. Donc ça, allez, on continue avec les questions. Vous aviez d'autres slides, pardon, François? Non, Ou on on est est sur bon? la fin. Bon, On est ok. sur la fin. Allez, super. Alors, il y avait aussi une question sur la zone géographique. Est-ce que dès le début, le DPP sera imposé non seulement pour les produits vendus en Europe, mais aussi aux produits en UE qui sont exportés en dehors de l'UE, donc par exemple vers la Suisse? Je ne crois pas que le DPP soit conçu pour imposer quelque chose sur une mise en marché hors de l'Union européenne. Donc, ça s'appliquera aux produits d'où qu'ils viennent qui seront mis en marché dans l'Union européenne, mais il n'y aura pas une sorte d'extraterritorialité qui viendrait imposer à ce qu'un produit fabriqué en UE soit finalement doivent se conformer à cette régulation pour une mise en marché là où elle ne s'applique pas. Donc je vois pas le truc. Après, une fois que un fabricant qui fabrique en UE et qui vend en UE, une fois qu'il aura mis des DPP partout, les enlever pour un marché donné, ça sera probablement plus Ouais. embêtant que de les laisser. Hmm. Il y a aussi un enjeu qui est intéressant en ce moment, qui est en train de se mettre en place, plus international, hein. Ce que fait l'Europe, ça sert aussi beaucoup d'exemples de ce qui peut se faire ailleurs dans le globe. La Chine travaille à ses propres passeports produits. Il y a l'UNEP, qu'on suit de près aussi, qui a défini un guide pour faire son passeport produit, mais de manière un peu plus internationale, donc un peu plus haut niveau, pour les initiatives qui aimeraient aussi suivre ça. Et il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas ailleurs.
Voilà, nous, en Europe, c'est très cadré. Mais il y a d'autres endroits dans le globe où ça va aussi très vite. Et la Chine est, par exemple, très forte pour ça et pour voilà, fournir aussi déjà des solutions concrètes. Donc il y a des choses qui bougent ailleurs que dans l'Europe. Mais effectivement, comme dit Pierre-Nicolas, c'est les produits qui seront vendus en Europe, qui sont ciblés par l'ESPR en tant que tel. Il y a une remarque aussi intéressante sur l'argument de la propriété intellectuelle pour ne pas mettre à disposition les pièces détachées. Alors ça, on nous l'a souvent dit, ou c'était pour ne pas mettre en ligne les schémas de cartes électroniques, ainsi de suite. Donc, si l'un de vous deux veut réagir à ça, sachant que la question c'était, est-ce qu'on a Euh, des pistes ou des solutions envisagées pour contrer ce problème? oui, le need to know access, le concept de need to know access le DPP, c'est pas un grand livre ouvert, c'est pas la même information pour tout le monde. Il y a des gens qui ont absolument besoin de pouvoir comprendre quels sont les éléments constitutifs d'un produit, que ce soit sa composition ou ses pièces détachées. D'autres, non. Et donc, c'est un challenge, hein, parce que quand on est dans un système décentralisé, non pas au sens où il utilise des distributed ledgers, mais dans le sens où il n'est pas centralisé dans les serveurs de l'Union européenne, ça veut dire que, il va falloir que chacun concatène de l'information, la mette à disposition de manière différenciée. Donc, c'est tout un tas d'enjeux. Mais voilà, de toute façon, les bonnes raisons de ne pas partager. Et il y a le même sujet sur les batteries, sur la composition des batteries qui peuvent constituer des avantages compétitifs ou des spécificités de fabricants. Et pourtant, euh, il va falloir partager. Donc, la solution, ce sera que tout le monde ne voit pas tout, je crois. Oui, oui, c'est une question intéressante et qui est assez complexe. Nous, on le voit, on évite évidemment d'être dogmatique et comme on travaille avec la force, c'est qu'on travaille avec beaucoup de fabricants qui ont des fois des visions différentes. On est capable d'agréger un peu ces visions-là. Il y en a qui se recoupent. Demander sur un produit complexe de partager le schéma de la carte électronique à un consommateur final, voilà, c'est beaucoup plus discutable et beaucoup moins vertueux peut-être que déjà donner un manuel de réparation imagé avec tutoriel, sans devoir aller sur réparer la carte électronique elle-même. Ce qui peut avoir peut-être plus d'intérêt quand c'est un partenaire expert autorisé qui, lui, sait que c'est toujours le même composant condensateur qui casse et qui peut faire cette réparation. Donc, c'est dépendant de beaucoup de niveaux d'accès et beaucoup de thématiques. Et trouver le juste milieu est assez challengeant, effectivement. Donc il y a des informations qui sont importantes, il y en a d'autres qui contiennent de l'API et de l'expertise qui ne sont pas forcément diffusables, c'est moins pertinent, quoi. Ou en réduire l'accès. Parfait, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ce webinaire vous a plu. Ah, on a une dernière remarque de Sébastien que je vais lire en direct. Il est important de noter que le tissu économique des réparateurs de matériel électronique grand public est très majoritairement représenté par de petits ateliers indépendants. Et oui, donc ne pas sous-estimer la difficulté pour ces petites structures d'être en mesure d'intégrer cet écosystème. Oui, Ouais. ouais, je crois que la solution va se faire dans le regroupement ou l'unification des procédures. Donc en France, il y a des fonds de réparation. Il y a de toute façon, pour y avoir accès, déjà des échanges de documentation. Demain, ces échanges de documentation devront automatiquement générer une intervention, une écriture sur le passeport. C'est bien évident que si on vient demander à des petits ateliers, mais même à n'importe qui, je veux dire, même les réparateurs d'Arty, perdre une minute, ça coûte trop d'argent. Donc de toute façon, que ce soit petit ou gros, on ne peut pas se permettre que ce système vienne entraver la performance sur le terrain de petits ou de gros acteurs de la réparation. C'est déjà un challenge de rendre tout ça profitable. C'est pour alourdir, ça peut pas marcher. Donc pour ça, il faudra qu'on simplifie en unifiant finalement et c'est ça la beauté du numérique, c'est qu'une fois qu'une Ouais. information est rentrée quelque part, une API la fait rentrer ailleurs. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir, je crois. Et je pense même, je vais vous dire que la complexité du journey aujourd'hui pour accéder au fonds réparation et réemploi, de la complexité du parcours, même pour le réparateur, elle est exagérée. Et je crois que demain, l'existence d'un QR code, d'un numéro de série individuel, la possibilité de scanner rapidement, de pouvoir venir rentrer une réparation, etc., ça va simplifier la vie du réparateur plutôt que de l'alourdir. Je crois que ce qui alourdit, c'est les systèmes d'aujourd'hui et que tout ça, ça contribuera à ce que ce soit plus efficace.
Complètement. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il faut que ce soit évidemment accessible, qu'en termes de coût, ça devrait être mesuré puisque c'est tout numérique et qu'avec les équipements existants aujourd'hui dans les petits ateliers de réparation, il faut que ce soit évidemment adapté et accessible Ouais. pour qu'il n'y ait pas de discrimination là-dessus, évidemment. Euh, Parfait, Mais bon, merci. Ouais. nous, on travaille aujourd'hui, on est dans de multiples sites dans Vie. Voilà, ils s'en servent très bien. C'est des gens en réinsertion sur le terrain qui gagnent un temps fou en créant de la continuité numérique, en simplifiant, en évitant le papier. Tout ça, c'est quand même, il y a quand même des logiques d'efficacité opérationnelle derrière le fait de pouvoir identifier facilement un produit et de pouvoir renseigner de l'information sans avoir recours à l'impression, au papier Mm. et d'avoir de la documentation qui ne suit pas. Tout, tout ça, c'est sûr, à chaque fois qu'on veut rajouter un truc, on se dit toujours que ça va complexifier, mais en fait, ça peut aussi enlever des lourdeurs par ailleurs. Oui, et puis là, rendre accessible la donnée finalement sans être abonné à des Oui, plateformes, sans être justement discriminant. Ça devrait même lisser bien les sûr. réparateurs au même niveau et d'information et de capacité à inscrire et à opérer du coup à une réparation et allonger la durée de vie de nos produits. Merci à tous. Il est midi Merci. 2, donc avec 2 minutes de retard, on vous souhaite une bonne continuation, une belle journée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. On fera un petit récap. Vous aurez accès à des liens, à de la donnée qu'on a diffusée lors de ce webinaire et bien évidemment à l'intégralité du replay. J'espère que ça vous a plu. Merci encore Pierre-Nicolas pour ce bel exemple. Merci à Merci vous. François aussi Merci. de travailler sur cette réglementation et à bientôt à tous. À Merci. Au bientôt. Bye. revoir. Merci.